Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Business Class, l'émission économique du groupe La Semaine. Nous enregistrons aujourd'hui le 3e numéro de la 2e saison. Ça se passe toujours dans cette magnifique salle liotée de la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle. J'en profite pour remercier la Chambre et son président François Pellissier, ainsi que nos deux autres partenaires qui rendent cette émission possible, l'Ordre régional des experts comptables du Grand Est, ainsi que la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Je remercie aussi les équipes de Y-Vision qui rendent l'enregistrement de cette émission possible. Émission que vous retrouverez sur notre site web lasemaine.fr, ainsi que sur nos plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux. Business Class fera l'objet d'un retour presse dans l'hebdomadaire La Semaine de jeudi prochain, ainsi que dans le mensuel Éco Grand Est de cet été. Pour ce 3e numéro, j'ai l'honneur d'accueillir Julien Lebras. Bonjour Julien. Bonjour Jonathan. Vous allez bien? Très bien, merci bien de cette installé, invitation. heureux d'être avec nous. Magnifique salle. Bon, parfait. Écoutez, je vais vous laisser vous présenter assez largement dans cette heure d'émission qu'on va avoir ensemble, mais permettez-moi quand même de vous introduire. Vous êtes le président de l'entreprise Lebras Frères, un groupe de construction orienté surtout dans la charpente et les couvertures de monuments historiques. On y reviendra bien sûr. Votre groupe est familial. Il a été créé en 1954 par votre grand-père. Vous employez aujourd'hui 300 salariés et réalisez 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous êtes basé à Briey et à Jarny. Enfin, les ateliers sont à Briey et puis le siège historique de l'entreprise est à Jarny. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur votre parcours. On peut dire quand même que Lebras Frères est connu dans toute la France, parce qu'il a décroché un petit peu un marché sur le chantier du siècle, bien sûr, la réhabilitation de la cathédrale de Notre-Dame. On s'apercevra d'ailleurs que votre histoire est quand même liée, il y a quelque chose d'incroyable entre ce monument mondialement connu et votre entreprise. Mais avant ça, on peut peut-être revenir sur votre parcours. Vous êtes né dans l'entreprise. C'est un grand mot, mais pas loin d'être le cas, effectivement. Ce qui est devenu aujourd'hui nos bureaux était à l'époque une petite maisonnette où mes parents ont vécu et où moi-même j'ai vécu les premiers mois de mon existence. Donc oui, je suis quasiment littéralement né dans l'entreprise. Et en tout cas, j'y ai baigné toute ma jeunesse, pour y avoir circulé dans les ateliers, embêté les compagnons qui œuvraient pendant mes vacances scolaires, pour pouvoir leur donner un coup de main, mais leur faire perdre du temps parce que le coup de main n'était pas forcément très efficient à l'époque. Et puis au fur et à mesure des années, on vient pour des jobs d'été. Et puis au fur et à mesure, très vite. Quand vous êtes tout jeune, vous commencez quand même à participer à la vie de l'entreprise de façon. Je pense qu'on a tous baigné dedans. En tout cas, mes cousins, cousines et moi-même. Parce que l'histoire, c'est une grande histoire familiale. Allez-y, vous pouvez c'est mon grand-père qui a créé la société donc à Jarny en 1954. C'est ensuite ses 5 fils qui lui ont succédé, qui ont su développer l'entreprise autour des métiers initialement de la charpente, de la couverture, dans le neuf, la rénovation, mais également les monuments historiques. Puis au début des années 2000, ils ont créé une structure qui s'appelle Europe Échafaudage, donc une filiale à part entière dédié aux échafaudages pour les monuments historiques et ouvrages d'art. Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans cette filiale? Alors, on intervient sur des monuments, sur des ouvrages d'art, sur des chantiers plutôt complexes, où il y a une ingénierie particulière, où il y a des contraintes d'accès, des contraintes de temps, des contraintes de volume. En fait, plus il y a de contraintes, plus ça nous challenge, et plus notre bureau d'études, qui est complètement intégré dans l'entreprise, apporte la valeur ajoutée qu'il se veut sur ces projets. Mais c'est un petit peu l'ADN de l'entreprise. On va pouvoir développer au fur et à mesure, mais c'est un peu le fil conducteur. C'est travailler autour de projets qui se veulent exigeants, avec des fortes contraintes, et mettre en valeur l'humain, le savoir-faire et la capacité à entretenir ce savoir-faire en le transmettant de génération en génération, ce qui est l'essentiel. Justement, on peut en parler peut-être. À la base, donc, c'est votre grand-père, puis vos oncles et votre père, et maintenant, c'est vous. Mais il y a toujours vos oncles qui sont dans l'entreprise. Alors il y a une transition qui s'est faite, puisqu'en 2014, il y a 2 des 5 frères qui sont partis en retraite. Là j'étais arrivé. Ils l'avaient bien mérité.
Et à cette époque-là, bah voilà, on va dire que les autres frères, il y en avait certains qui allaient partir dans les années à venir. Et à l'époque, mon papa a souffert d'une tumeur au cerveau, et donc les frères de la deuxième génération ont dit bah voilà, c'est peut-être l'opportunité de tout de suite passer le flambeau à la troisième génération. Donc on est 4 cousins cousines à être rentrés au capital, et je pense que les 5 frères ont fait un choix qui est plutôt audacieux. Hein. Ah oui. C'est de confier les rênes d'une belle entreprise. À l'époque, c'était 130 salariés, un peu plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais il a confié à Vous aviez 27 ans. Moi, j'avais 27 ans. Mes cousins en avaient à peine plus que 30. Mais ce choix-là, je pense que c'était un choix aussi qui était inspiré de retours d'expérience, hein, qu'on a souvent dans les entreprises familiales où le patriarche s'accroche tellement aux rênes, à la direction, et que quelque part il reste souvent avec les responsabilités très tard, jusqu'à ce que ce soit des conditions de santé ou autres qui poussent à passer les rênes. Mais des fois, la génération suivante, n'ayant jamais été exposée aux responsabilités, se retrouve assez brutalement et pas forcément préparée. Donc c'est vrai que on peut leur reconnaître ça, d'avoir fait preuve beaucoup d'ouverture d'esprit, d'être capable de passer la main, tout en gardant un œil attentif, tout en restant quelques années en accompagnement et en passant le relais progressivement. Et je pense que c'est un des éléments phares en tout cas de la réussite de la décennie passée. Évidemment, grand bien leur en a pris, puisque il faut le rappeler, vous l'avez rappelé d'ailleurs, mais l'entreprise, quand vous avez pris les rênes, avait plutôt une centaine de salariés, un petit peu plus. Aujourd'hui, il y en a 300, et vous avez quadruplé le chiffre d'affaires. Ça vous a d'ailleurs valu un prix d'entrepreneur de l'année en 2022, remis par le cabinet Ernst & Young. Donc, quand même, une belle réussite. Comment vous avez accueilli cette réussite et ce prix qui vient consacrer un petit peu votre présidence? Oui, il vient consacrer la présidence parce qu'il est nominatif, mais au-delà de ça, c'est ce que je dis toujours, l'entreprise, c'est un travail collectif, c'est une grande famille, et peu importe le nombre qu'on est, l'entreprise, elle reste familiale, non pas parce que les dirigeants ont le même nom de famille, mais essentiellement parce qu'il y a un état d'esprit dans l'entreprise, et c'est ça, avant tout, je pense que le prix, c'est ça qui vient reconnaître, c'est la force de l'unité, la force de la cohésion de cette grande famille aujourd'hui 300 collaborateurs et 75 millions, parce que on vient de clôturer les comptes ce matin. Ah oui, d'accord, 60 millions l'année dernière, 75 millions cette année. Donc encore une sacrée croissance. Donc encore une belle progression. Et je crois que c'est ça la valeur essentielle du groupe, c'est de croire en l'humain, de croire en la valeur travail et de croire en l'esprit de famille, en la cohésion et la proximité entre les équipes. Donc vous voyez comme une grande famille, je comprends bien, mais quelque part à la direction c'est une famille par les liens du sang. Est-ce qu'il y a des repas de famille justement qui sont un petit peu animés? Enfin, comment on fait pour faire le distinguo entre la famille et puis le travail? C'est jamais si simple quand même. Vous avez raison, vous mettez le doigt sur certainement l'exercice le plus compliqué quand on dirige une entreprise familiale. Ouais. C'est de le faire le distinguo entre la casquette de chef d'entreprise et puis après quand on quitte le travail, quand on est en week-end ou autre, se retrouver dans les liens familiaux classiques. Et il y a deux façons de réagir différentes. Quand on part le matin au travail et qu'on met sa casquette de chef d'entreprise, on est là pour sauvegarder l'intérêt général de l'entreprise. J'ai envie de dire, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Peu importe que des fois il y ait des heurts, qu'il y ait des décisions compliquées à prendre, qu'il y ait des fois des désaccords qu'il faille arbitrer un petit peu. Là, c'est vous qui endossez ce rôle. Oui, mais il faut savoir. Chacun doit être capable de défendre ses idées pleinement, sans avoir le frein du quand dira-t-on en famille. Bah tiens, il m'a un peu bousculé, tu te rends compte. Voilà, donc il faut pas avoir ces freins-là. Donc il faut faire preuve de beaucoup d'ouverture d'esprit. Et il faut être capable de mettre un petit peu de côté le côté famille ou les liens de parenté quand on est au travail, tout simplement. Parce que j'imagine là qu'il y a potentiellement des chefs d'entreprise qui sont dans votre situation, des schémas familiaux dans l'entreprise qui nous écoutent et qui se disent « Oui, mais parfois c'est pas forcément aussi simple que ça. » Est-ce que vous, je sais pas, tous les ans vous voyez, vous remettez les choses à plat, vous avez été clair entre vous là-dessus au départ? Comment? Enfin, c'est pas on se voit très régulièrement. D'accord. Et on était encore tous les associés ensemble ce matin même.
Le téléphone nous permet aussi d'avoir beaucoup de proximité, puisqu'on est tous aussi aux quatre coins de la France assez régulièrement. Donc ça permet de débriefer un petit peu des différentes actions, des décisions. Et puis c'est vrai qu'on a une chance, c'est qu'on n'est pas seul à diriger. Vous l'avez dit, j'ai des associés. Oui, c'est une force aussi. C'est souvent la difficulté de beaucoup de chefs d'entreprise, c'est d'être seul aux manettes et de pas avoir une oreille pour qui confier des fois un doute, des fois un sentiment, partager un avis, dire tiens, est-ce que tu penses que j'ai raison d'aller dans ce sens-là, et avoir un œil avec un petit peu plus de recul qui va des fois nous amener un petit peu de controverse, mais à la limite c'est sain des fois de se remettre un petit peu en question et de dire tiens, il a pas tort, j'avais pas vu ça sous cet angle. Donc c'est vrai qu'on essaye de partager un maximum pour s'enrichir de la vie des uns des autres, mais ça, ce dialogue-là, il doit sortir même du cocon familial, du cocon des associés, il doit être le plus large possible. Et ce que j'ai coutume à dire, c'est que une belle entreprise familiale, c'est une entreprise où chacun des collaborateurs agit comme s'il était le dirigeant lui-même, comme si c'était son entreprise. L'exemple tout simple que je prends, c'est quand on traverse la cour de l'atelier, si on voit une vis qui traîne par terre, on va la ramasser plutôt que de shooter dedans ou plutôt que de la laisser, parce qu'on se dit tiens, il y a peut-être un véhicule qui va passer, on va crever un pneu, on va perdre du temps, voilà. Et alors, c'est un exemple très basique, mais ce qui veut dire que chacun doit être capable d'identifier une période, en tout cas une tâche qui est pas bien exécutée, un apprenti qui des fois va pas bien et pas très à l'aise, quelqu'un qui lève une charge mais qui va se faire mal ou qui a pas la bonne posture. Enfin, des cas, il y en a des milliers, et on doit intervenir. Chacun doit intervenir et chacun doit être acteur de son entreprise. Et c'est vrai que la plus belle des récompenses, c'est quand j'entends mes salariés qui disent dans ma boîte. Et voilà, ce sentiment d'appartenance, moi, ça me plaît complètement. Et comment vous faites pour, à ce point, impliquer vos salariés? Il y a de la qualité de vie au travail qui est mise en place. Comment vous faites pour qu'il y ait cet esprit-là, un peu de famille, justement? Je pense qu'il y a pas de recette miracle, hein. J'ai pas la prétention d'avoir une recette miracle, certainement pas. Il y a plein de modèles différents dans plein d'entreprises qui fonctionnent, qui sont différents. Donc, je pense que c'est à chacun un petit peu de s'adapter aux spécificités de son métier, aux spécificités de ses salariés, que ce soit des spécificités régionales, des tempéraments, plutôt une dominante masculine ou féminine, ou plutôt des jeunes générations et des anciens. On manage pas de la même façon chacun des collaborateurs, et je pense que la recette, c'est essayer de connaître ses collaborateurs au mieux, et essayer d'adapter le message et la façon dont on doit passer le message. Alors c'est valable pour moi vis-à-vis du plus grand nombre, mais c'est valable pour toute la chaîne hiérarchique, qui doit essayer de faire le même travail. Donc mon job, c'est d'essayer de véhiculer cet état d'esprit-là. Justement, quel type de manager êtes-vous? Je sais que vous êtes accroché aux valeurs du travail. Vous regrettez d'ailleurs qu'elles se perdent un petit peu en ce moment. Vous pouvez en dire un mot, mais comment vous managez vos équipes, vous? Alors oui, effectivement, je suis attaché aux valeurs travail, parce que je pense que c'est essentiel. C'est sans doute un tournant un peu générationnel. On a eu des générations, en tout cas de l'époque de mon grand-père, certainement, où ça a été très dur. Ils ont connu les fins de mois difficiles, à se battre, à jardiner pour alimenter la famille, à faire des heures à n'en plus finir pour finir les fins de mois. Et je pense qu'il y en a beaucoup, il y a 40 ou 50 ans qui étaient dans ce cas-là, et qui ont essayé de se battre au maximum pour que leurs enfants puissent faire un minimum d'études pour accéder à un job derrière. Et derrière, on a des parents qui ont essayé, d'aller un petit peu plus loin et dire, tiens, si tu peux aller dans l'enseignement supérieur ou autre. Et aujourd'hui, on a des générations pour qui les parents se sacrifient complètement, bien souvent, et pour qu'ils aient le moins de frustration possible. Et ça a quand même des conséquences, hein. Ça a certainement du bon, j'imagine, mais ça a aussi des conséquences. C'est qu'on perd un peu le goût de l'effort, on perd un petit peu la valeur travail. Et ce manque de frustration, quelque part, il est pas sain, parce que la vie de tous les jours, elle est faite de frustration, elle est faite de remise en question, elle est faite d'efforts. Et c'est valable dans le travail, c'est valable dans le sport, c'est valable, je crois beaucoup aux valeurs du sport. Et j'essaye de véhiculer un petit peu les choses que je vois dans le milieu sportif en tant que dirigeant d'association, de les importer un petit peu dans le monde du travail. D'accord. C'est un travail de tous les jours. Oui. Les sports que vous aimez? Oui, le sport, je suis passionné de handball depuis le plus jeune âge. Je suis parti
2 ans du club dans lequel j'ai commencé, club de Verdun Belleville-Thierville à l'époque. Je suis parti 2 ans pour mes études sur Reims, et puis quand je suis revenu, le club était un petit peu tombé en déshérence. Il restait plus qu'une quinzaine de licenciés. Et donc à 21 ans, j'ai pris la vice-présidence du club. Et puis tout doucement, on a cru beaucoup en la jeunesse. On a créé une école de handball pour les plus jeunes. Et puis il y a 10 ans, j'ai pris la présidence du club, et tout doucement, on a remonté la structure. Aujourd'hui, on est 300 licenciés. On essaye de monter en compétences. On a un salarié. On en aura un deuxième pour la saison prochaine. Mais dans le sport, voilà, il y a le respect. Il y a le dépassement de soi, il y a la régularité, il y a le goût de l'effort. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont essentielles dans le travail et qu'il faut essayer de véhiculer. Donc, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup justement à la mise en valeur des métiers manuels. Je pense qu'il y a un gros loupé des décennies passées au niveau de la mise en valeur, au niveau des moyens sur l'enseignement, sur l'alternance. On a des métiers d'alternance ou des métiers manuels qui sont très valorisés. Je pense aux métiers de bouche où les émissions n'en finissent pas. Les grandes écoles sont très courtisées par les élèves passionnés. C'est vrai que pour le BTP, l'industrie, c'est pas si simple. Dans le BTP, c'est un peu plus compliqué. Et j'en veux pour preuve le nombre de profils qui ont une trentaine, des fois une quarantaine d'années, et qui viennent en reconversion chez nous. Et à chaque fois, c'est bien souvent le même profil. C'est des gens qui ont fait un bac+3, bac+5, des fois même plus, qui ont été en école d'architecture, en école d'ingénieur, qui ont exercé derrière, mais qui se retrouvent en bureau. Et ces jeunes-là, bien souvent, enfin, ces jeunes-là, jeunes ou moins jeunes, ces personnes-là, en tout cas, quand elles étaient plus jeunes, avaient souvent l'envie de faire un métier manuel, mais leur niveau scolaire était tellement bon que soit les professeurs, soit les parents, soit le conseiller d'orientation, soit les trois, lui disaient « tu vas quand même pas faire un apprentissage, ça serait gâché ». Ça existe encore, ça, réellement, ce discours, parce que on l'a entendu, mais est-ce que c'est encore le cas, vous pensez concrètement aujourd'hui ? On fait visiter énormément nos ateliers à des groupes d'entrepreneurs, à différents profils de personnes, à beaucoup de collégiens, beaucoup de professeurs, plus de 600 collégiens, je crois, ont visité nos ateliers l'année dernière. On essaye d'être le plus ouvert vers l'extérieur. Et oui, ce raisonnement, il existe, il est encore très très présent, même si tout le monde le dit. Bah oui, c'est vrai que vous avez des métiers d'excellence, et alors c'est valable chez nous, mais c'est valable dans tous les métiers. Je veux dire, cette salle, il suffit de regarder cette salle, elle en est la preuve de voilà des compétences et du niveau de savoir-faire. Et un bon charpentier, un bon menuisier, un bon couvreur, c'est avant tout un bon intellectuel qui sait se servir des mains. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pas juste quelqu'un qui sait se servir des mains, c'est un bon intellectuel qui met son savoir au service manuel. Enfin, et ça, c'est essentiel de dépoussiérer cette image-là, de mettre en valeur les métiers, mais de mettre en valeur les formations comme des formations d'excellence à part entière. Alors c'est vrai que la formation, je voulais qu'on y vienne un petit peu plus loin dans l'émission, mais puisqu'on y est, allons-y. Je crois que vous voulez vous-même avoir un centre de formation, enfin en tout cas travailler vraiment la formation avec le bras frère qui est des vrais passerelles. Ce constat-là, on le partage assez largement. Voilà, je viens de vous l'exposer. On le partage. Mes collègues chefs d'entreprise partagent également le même regard. Certains approchent des fois la fin de carrière et sont un peu résignés, dire de toute façon ça fait 20 ans qu'on martèle la même chose, il n'y a plus personne qui nous entend, donc ils ont baissé un peu les bras. Moi je pense qu'il y a encore un peu la fougue de la jeunesse, l'envie d'avancer et puis beaucoup d'ambition à me dire voilà, faut pas être fataliste. Je pense que voilà, si on martèle des idées, si on les partage, si on trouve à un moment une résonance, ça doit finir par payer. Et oui, ça fait 4-5 ans qu'on martèle un petit peu ce message-là de mise en valeur des métiers, de dépoussiérer l'apprentissage, de faire des vrais pôles d'excellence dans les métiers d'art. Alors c'est pompeux, mais c'est volontairement pompeux parce que il faut que ce soit reconnu comme tel. Il faut que ces jeunes passionnés qui mettent un temps, une énergie, de la sueur pour apprendre un métier, pour performer, pour refaire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois le même travail pour atteindre l'excellence. Il faut que ce soit reconnu comme ça. Et ce travail, il est en train de payer petit à petit puisque
la collaboration avec les services de l'État, préfecture, sous-préfecture, avec la région, Jean Rotner dans un premier temps, Monsieur Leroy dans un second temps, le rectorat, enfin le lycée Jean Zay de Jarny, un petit peu tous les acteurs de la filière. On envisage maintenant une ouverture d'une section donc d'un bac pro métier du patrimoine bâti. Alors c'est vous qui allez le porter Alors c'est une vraie collaboration avec le lycée Jean Zay de Jarny. Donc en charpente, pardon, je vous ai un petit peu coupé, mais en couverture en taille de pierre. Ouais, d'accord. Voilà. Donc dans ces 3 métiers, c'est une collaboration entre l'entreprise Lebras qui va mettre en place, en tout cas qui va mettre à disposition des salariés pour des experts dans chacun de leurs métiers et pour bon nombre des meilleurs ouvriers de France pour intervenir en tant que professeur sur la partie technique, la partie métier, et tout l'enseignement général, lui sera suivi par le lycée de Jarny, le lycée Jean Zay de Jarny. Donc ça, c'est l'ambition pour la rentrée de septembre 2025, voilà, qui sera sans doute confirmée, je l'espère, dans les semaines à venir. Et là, vous avez déjà de la demande Eh ben, le travail qui a été fait, c'est, en tout cas, je pense que le rectorat, le lycée a essayé de dresser un peu l'inventaire de toutes les entreprises du secteur, du bassin, enfin, même d'un bassin assez large, pour savoir, dans telle entreprise, combien de jeunes vous seriez prêt à prendre, combien de jeunes vous seriez prêt à prendre. Et le constat, il est alarmant, c'est qu'il y aura pas assez de cette école pour former tous les jeunes qu'il y a besoin d'intégrer dans les entreprises. Il y a un réel besoin de renouveler, de former, d'accroître les compétences. C'est essentiel. Bon, en tout cas, à tous les parents qui nous regardent ou nous écoutent, n'hésitez pas à aller vers ces filières qui sont aussi un ascenseur social. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut commencer comme compagnon, enfin au plus bas, et finir dirigeant d'entreprise. C'est tout à fait possible. Et c'est quand même dans ces métiers que c'est possible, pas forcément. En fait, chacun a l'ascenseur qui va être adapté à son profil et suivant ses aspirations et le mal qu'il peut se donner pour. Mais en tout cas, il n'y a pas de limite dans cet ascenseur-là. C'est pas parce que on a qu'un CAP ou un CAP BP ou un bac pro métier du patrimoine bâti qu'on est limité à ne grandir que jusqu'à ce niveau-là. Ces limites, on se les fixe soi-même. C'est chaque profil qui se les limite. En tout cas, nous, des jeunes qui sont passionnés, qui ont de l'envie, s'ils doivent grandir vite, ils grandiront très vite. Parce que c'est l'intérêt de l'entreprise, surtout de pas les limiter. S'ils ont une soif de connaissance, une envie d'apprendre plus vite et une capacité d'ingurgiter plus d'enseignement, ils doivent grandir, ils doivent s'exprimer pleinement. Et il y en a qui aujourd'hui sont conducteurs de travaux, directeurs de travaux, chefs d'entreprise à leur compte. Voilà, il y a des évolutions très, très diverses et variées. Et il y a de quoi être extrêmement fier de soi. Je prends l'expérience Lebras Frères. Vous travaillez sur des chantiers incroyables. Il y a bien sûr la cathédrale de Notre-Dame. On va y venir très bientôt. Mais c'est pas que ça. Il y a aussi l'Opéra Garnier. Enfin, il y a plein de monuments comme ça. Peut-être que vous pourriez revenir précisément sur les activités de Lebras Frères. Et puis justement sur ce côté monument historique qui est très intéressant. Alors les activités historiques de Lebras Frères, ce sont la charpente, la couverture. Voilà, d'accord. Dans le neuf, la rénovation, le monument historique. L'échafaudage arrivé en 2001. Il y a une dizaine d'années, la taille de pierre est arrivée. Il y a 7-8 ans, la menuiserie. Donc plusieurs métiers. Plusieurs métiers, voilà, du clos couvert, on va dire, de l'enveloppe du bâtiment. La plupart de ces métiers sont exercés dans le neuf, la rénovation, le monument historique. Bien entendu, on a tendance à être un peu plus médiatisé quand on travaille sur des cathédrales ou des palais nationaux que quand on construit la maison au bout de la rue ou la maison de santé ou le gymnase mais en tout cas, vous le faites aussi, ça. On fait tout type de bâtiments. Ça va là de l'aéroport de Roissy où on a refait une 40aine de milliers de mètres carrés de couverture, à la construction de la deuxième plus haute tour de France en construction bois à Lyon. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc c'est ce type de projet. Ici le collège Artem à Nancy, le gymnase Jean Lamour tout près d'ici. Enfin voilà. Vous avez été récompensé aussi, je crois. Avec le prix national de la construction bois, tout à fait. Donc c'est tous ces types de chantiers-là, et bien entendu les chantiers monuments historiques pour lesquels l'entreprise est sans doute un peu plus médiatisée. Et c'est vrai qu'on termine, là on est en train de terminer un marathon juste avant les Jeux Olympiques, puisque beaucoup de chantiers doivent être terminés avec le même calendrier. Donc c'est un peu la course en ce moment, mais vous le disiez, oui, l'Opéra Garnier où on vient de terminer la couverture des cages de Seine.
le musée du Louvre, le Grand Trianon, l'aile Louis-Philippe au château de Versailles, le château de Pierrefonds, le bras frère est un peu partout. Une quinzaine de cathédrales en France, en Belgique. Voilà. Alors une quinzaine de cathédrales et une extrêmement emblématique évidemment, le chantier du siècle, la cathédrale de Notre-Dame. À partir de 2018, vous remportez un marché pour restaurer la flèche, déjà à l'époque. Comment ça se passe cette année jusqu'à l'incendie? On y viendra. Alors comment vous avez même décroché ce marché? Oui, allez-y, avec grand plaisir. Parce que nous, l'histoire avec Notre-Dame, elle démarre plus loin que ça. Jusque 2008, l'entreprise Lebras, elle est essentiellement un acteur régional. Voilà, on travaille essentiellement dans le Grand Est, en tout cas sur la partie patrimoine. Europe Échafaudage travaille déjà un peu nationalement, mais le bras frère a suffisamment de travail régionalement pour pas aller trop vers l'extérieur. Et puis la crise financière, la crise aux États-Unis qui arrive en Europe, se traduit par des retraits de financement de projets, des tranches d'opérations annulées ou reportées de 2, 3, 4 ans. Et un beau planning de charges se réduit quasiment à néant en l'espace de quelques jours. Le plan de relance de Nicolas Sarkozy arrive dans la foulée, est vraiment salvateur pour nos métiers, pour notre profession, puisque bon nombre de dossiers qui étaient dans les cartons depuis des années sortent en appel d'offres et viennent mettre un petit peu d'oxygène pour les entreprises. Parmi ces dossiers, il y en a un qui est la restauration des crêtes de fêtage de la cathédrale Notre-Dame. Donc en 2009, chantier plan de relance, et c'est le premier chantier parisien sur lequel l'entreprise répond en couverture. Voilà. Jusqu'alors, on n'était pas connu et on a essayé de faire un travail de documentation, de rechercher beaucoup d'éléments historiques sur la base Mérimée, sur beaucoup de sources différentes pour essayer de documenter au mieux notre dossier. Ouais, j'imagine que c'est plus difficile quand on est une entreprise régionale. Il fallait se démarquer. Oui, voilà. Donc, quand on n'est pas connu à Paris, bien sûr. Parce que être parisien dans les têtes, c'est être mieux que être provincial. Non, mais du coup, faut redoubler d'efforts pour se démarquer. Il faut sans doute redoubler d'efforts et c'est ce qu'on fait. Et pour le coup, c'est vrai que c'est le premier chantier qu'on décroche en région parisienne et l'histoire avec Notre-Dame commence là. Et vous l'avez dit fort justement, donc 2017, un nouvel appel d'offres sort pour la restauration de la flèche. En 2018, on décroche l'opération, qui est pour nous le chantier certainement de l'histoire de l'entreprise à ce moment-là. C'est déjà pour nous, voilà, c'est un peu le Graal, puisqu'une flèche de cathédrale ornementée avec tous ces décors. On peut en parler de la flèche, quel poids, combien de mètres on parle de plusieurs. Enfin, à l'époque, on parlait d'une restauration donc de tous les aimants plomb, donc plus de 1000 ornements à restaurer ou à refaire. 300-400 mètres carrés de couverture plomb, avec des décors, avec des emboutis, avec du travail très fin, et des restaurations ponctuelles de charpente. En tout cas, c'est sans doute le type de chantier dont tout professionnel. Mais il doit y avoir des milliers de dossiers qui arrivent pour le faire. Enfin, du monde entier, même probablement. Alors pour le coup, non, je crois que c'est resté plutôt très français. C'est vrai que la particularité, c'est qu'il y a beaucoup de savoir-faire qui se perdent, que ce soit chez nous, mais chez nos voisins également, ils sont amenés à rencontrer les mêmes problématiques, avec notamment les irrégularités des dépenses du ministère de la Culture. C'est la difficulté. C'est que nous, formés dans nos métiers, on forme sur un temps long. Un bon couvreur, un bon charpentier, un bon tailleur de pierre, c'est 7-8 ans. Voilà. Donc quand on s'engage à prendre un apprenti, on s'engage sur le temps long, et on peut pas avoir des variables d'ajustement à dire on se sépare de tant de salariés, on en rembauche tant d'autres, au gré des mouvements de relance ou de stop des budgets. Donc c'est la vraie difficulté. Donc c'est le métier, c'est le chantier dont tout le monde rêve. Et puis le chantier dont tout le monde rêve se transforme en cauchemar. Voilà. Ça se passe sur un coup de fil, vous n'êtes pas au courant sur le coup, on vous appelle. C'est ça, je suis en réunion sur Verdun. Et 15 avril 2019, on peut rappeler la date. Exactement, 15 avril 2019, ou peu avant 19h, j'ai mon téléphone je suis en réunion, il vibre une première fois dans la poche, je le coupe, une deuxième fois, je le coupe, une troisième fois. Bon, je dis là, il y a un souci, je prends l'appel. Et j'ai mon associé, j'ai Benjamin Lebras, mon cousin, qui me dit, Julien, il y a un départ d'incendie à Notre-Dame.
Ouais, j'ai arrête tes blagues. Enfin, je sais pas. Vous n'y croyez pas une seconde? Bah, je crois vraiment une très mauvaise blague de très mauvais goût. Et quand je sens le ton sérieux, il me dit si, et il me dit allume les chaînes d'infos en continu. Voilà, là je comprends que c'est pas un départ d'incendie, mais que c'est déjà d'ampleur. Donc quand je vois les images des flammes qui commencent à sortir de la flèche, quand je vois qu'il y a encore pas de pompiers autour. Bah, vous avez vos gars qui sont dedans, enfin qui travaillent potentiellement. Et en fait c'est le premier réflexe. Hein, aussitôt quand on raccroche, on appelle les équipes. On essaye d'appeler parce que le téléphone déjà sonne de tous les côtés, donc c'est compliqué de joindre des personnes. Et puis bon, on est un lundi, nos équipes sont en déplacement et le lundi elles quittent plutôt tôt le chantier justement pour prendre bien souvent les clés du gîte ou du logement dans lequel elles sont logées à la semaine. Donc c'est vrai que les compagnons ont quitté relativement tôt le chantier, donc je suis rassuré, il n'y a pas de problématique de ce point de vue-là, mais je suis inquiet pour tout le reste, pour le monument, pour l'entreprise, parce qu'à ce moment-là, je sais pas du tout ce qui s'est passé quelque part. Voilà. Et tout naturellement, on essaye de comprendre. Déjà, on prend la route immédiatement sur Paris. Et là, vous arrêtez tout, vous partez à Paris. On arrête tout. Moi, à ce moment-là, je suis à 2 kilomètres de chez moi. Je prends une valise, je prends 2 affaires. J'allume la télé chez moi en faisant ma valise. J'ai mes enfants qui sont à la maison, qui voient la cathédrale en feu. C'est la cathédrale de papa qui est en feu. Ils sont en pleurs. Et je pars précipitamment en laissant mes enfants, ma femme, un peu tout le monde en pleurs, et en partant à Paris précipitamment. Voilà, cette scène-là, elle est forcément marquante, mais en même temps, il y a pas d'autre chose à faire. Et donc c'est ce que je fais avec mon père. Je suis accompagné de Sylvain, donc mon père, et on se rend immédiatement à Paris. On passe de nombreux coups de fil sur le trajet. On est en triple, quadruple appel en même temps, enfin quelque chose que j'ai jamais vu en l'espace d'1 heure de temps. Je crois que tous les journalistes du monde, le Brésil, le Japon, ils ont tous mon numéro de portable. C'est absolument hallucinant. En 1 heure, là, c'est... En 1 heure de temps, ça va très vite. Très, très vite. Et je m'entretiens avec plusieurs des salariés. Et parce qu'il faut rappeler que là, à ce moment-là, l'entreprise Le Bras Frère est incriminée. Ou en tout cas, il y a un doute, enfin, on ne sait pas trop. Parce que pourquoi on vous appelle finalement? Alors, je vais être très précis, l'entreprise n'a jamais été incriminée. D'accord, ok. Voilà. C'est bien de le rappeler, oui. Certains médias peu scrupuleux, avides de buzz, comme on connaît les méthodes de certains. Oui, c'est ça, incriminé dans la presse. Voilà, évidemment. Il faut faire du sensationnel, il faut un coupable. Il faut un coupable immédiat. Donc, quoi de plus simple que de désigner l'entreprise, voilà, et donc c'est ce qui est fait très rapidement par certains médias et qui rebondit quasiment d'heure en heure, de jour en jour, avec des théories, si je puis dire, plus fumeuses les unes que les autres. Ils ont soudé, il y a eu un arc électrique, c'est l'ascenseur qui a fait un court-circuit, l'ascenseur il est à 7 ou 8 mètres, on n'avait pas soudé, on n'avait pas de couvre, enfin bref, il y a rien de fondé. D'accord. Mais en fait, c'est là que je dis que les médias la liberté, en tout cas, elle peut être très dangereuse, parce que la liberté de la presse, elle conduit à ça, avec l'emploi du conditionnel, on peut tout dire, pour vendre du papier, pour faire du buzz, pour faire de l'audimat, et il semblerait que, il paraît que, selon une source proche de l'enquête, selon un témoin qui reste anonyme, il paraît que, voilà. Et là, on peut tout dire. Mais tout ça, sans peser les conséquences, voilà, sur toute la chaîne d'humains, surtout sur toute la grande famille. On parlait de la grande famille Le Bras. Les conséquences, elles sont dévastatrices, parce qu'en 24 heures, c'est des milliers d'appels qui font sauter les standards, c'est des insultes au téléphone, les secrétaires sont harcelés d'insultes, de mauvaises blagues en tout genre, c'est des milliers de courriers avec des menaces de mort, des lettres de corbeau découpées avec des petites lettres, regarde derrière toi et autres. Qui vous sont adressés. C'est des salariés qui sont obligés de déscolariser pendant quelques jours leurs enfants parce que dans la cour de récréation, il y a certains enfants qui ont entendu leurs parents dire tiens, c'est lui qui a mis le feu, et les enfants avec beaucoup de naïveté sont relativement méchants, surtout à certains âges. C'est des conséquences après financières puisque en l'espace de 24 heures, c'est nos assureurs crédits qui nous coupent
qui nous coupe nos lignes d'assurance crédit. Les Hermès, le premier, ouais. voilà, à intervenir. C'est des fournisseurs qui arrêtent les livraisons en cours. C'est des tout ça, ça se passe en quelques jours. En 24 heures, 24-48 heures, ça c'est voilà, c'est d'une Là, vous perdez tout en fait. Enfin, ouais, en fait, il y a rien qui nous incrimine, contrairement, ouais. Voilà, puisque bien entendu, on est intervenu, que ce soit moi, que ce soit mes salariés, on est intervenu librement pour témoigner, pour apporter toutes les infos qu'on pourrait apporter et collaborer même très activement à l'enquête. Mais comme je crois, plus de 500-600 personnes sont intervenues en audition libre, voilà. Et depuis 4 ans, on est partie civile dans ce dossier. D'accord. Ça, ces mêmes médias qui nous ont jetés en pâture avec beaucoup de rumeurs ont beaucoup de mal à le dire, bah tiens, en fait, le Bras, ça fait 4 ans qu'ils sont partis civils, ça fait 4 ans qu'ils sont reconnus comme victimes de l'incendie. Ouais. Voilà. Et ça, là, vous êtes reconnu comme victime de façon tout à fait. officielle. Ouais, c'est bien de le repréciser. En tout cas, l'histoire, la roue tourne quelque part parce que là, vous êtes reparti de plus belle pour réhabiliter cette fameuse flèche. On en est où? Alors, on est reparti dès le 16 avril en fait, parce que on avait ce poids, cette masse qui nous tombe sur les épaules, mais en même temps, dès le 16 avril, on est sur place à 6 heures du matin. Et quand on nous dit tiens, faut étayer les pignons qui menacent de s'effondrer, avec un morceau de papier, un crayon de papier, et mon père commence à crayonner une solution technique, il la prend en photo, il l'envoie au bureau d'études chez nous, on le modélise en 3D, on fait les notes de calcul. Bref, en 1 heure de temps, on a une solution technique qui est calculée avec des plans d'exé, et du coup, on est mandaté sous le régime de l'urgence impérieuse pour sauver la cathédrale. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que le Bras Frères ou Europe Échafaudage, on fait partie de ces acteurs au même titre que les pompiers et que beaucoup d'autres, que les architectes, que les clients, les agents de la DRAC et plein d'autres, qui ont évité des que tout acteurs du s'effondre, sauvetage de la cathédrale. Voilà, donc c'est sans doute ça qu'il faut retenir. Cette mobilisation jour et nuit, parce que c'est jour et nuit, samedi, dimanche, pendant des semaines, voilà, où on a mis un petit peu en veille tous les autres chantiers avec beaucoup de solidarité de nos clients, nos architectes qui nous ont parce qu'il faut expliquer aux clients que coup on met tout en stand-by, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Donc si aujourd'hui on arrive à rebondir et qu'on a traversé cette épreuve, c'est sans doute parce qu'on a pris les bonnes décisions, qu'on a mis de l'énergie, qu'il y a une solidarité énorme dans l'entreprise. Mais au-delà de l'entreprise, parce qu'on a eu aussi des clients historiques, des architectes, et puis également des anonymes qui nous ont apporté leur soutien et qui nous ont dit absentez-vous de mon chantier pendant 2 semaines, 1 mois, tant pis, ça sera ma forme de soutien à Notre-Dame, de vous permettre de renforcer vos équipes. Donc ça, on leur doit beaucoup, on en est conscient. Et c'est pour ça que humblement, quand il y a eu la crise du Covid, on a essayé de rendre un petit peu aux Lorrains ce qu'ils nous avaient apporté comme soutien, parce que je pense que les Lorrains ont été les premiers à se manifester dans le soutien auprès de le Bras Frères. Donc, quand il y a eu besoin de masques, de combinaisons et autres, on a offert spontanément 150 000 € d'équipement. En fait, tous nos équipements de protection individuelle, les combinaisons qu'on utilise pour travailler en milieu plombé, les masques, les masques à assistance respiratoire qu'on utilise, etc. On a tout offert aux hôpitaux pour qui étaient en vraie pénurie. Donc, cette solidarité-là, je pense qu'elle a été essentielle. Et vous le disiez, oui, aujourd'hui, on tourne la page de tout ça. On fait partie des acteurs pleinement engagés sur le challenge présidentiel, un challenge que beaucoup disaient irréaliste ou alors qui pourrait se faire éventuellement, mais au mépris de la qualité ou des règles de sécurité. Alors, vous pouvez le préciser peut-être? Le challenge, c'est de reconstruire la cathédrale et de la rouvrir en 2024. Voilà. Donc là, la date est fixée au 8 décembre 2024. Je pense que les planètes sont alignées, en tout cas, ça suit le bon chemin. Et je pense que aucun des acteurs du chantier n'a envie ni de baisser la qualité du travail qui doit être fait sur un monument comme ça, ni de remettre en question la sécurité, parce qu'il est hors de question de s'exposer à des risques. Mais en même temps, on a tous envie de gagner le challenge, parce que les Français, les passionnés, les amoureux du patrimoine, c'est ça, c'est avoir le goût du challenge et être fier de notre pays. Et quand il y a un challenge présidentiel, on se retrousse les manches et puis on y va. Voilà. Si vous deviez finalement en une phrase, qu'est-ce que vous pouvez retenir de cet épisode de Notre-Dame? Parce que malgré tout ce que vous avez traversé, enduré,
finalement, c'est un chantier magnifique. Vous avez eu des visites de hauts fonctionnaires dans votre entreprise. Vous avez eu un succès incroyable aussi avec cette flèche. Donc, qu'est-ce que vous en retenez de cette histoire? Je retiens que au milieu de tout ça, c'est l'humain. En fait, c'est ce qui sauve, ce qui fait passer les épreuves, ce qui fait avancer, ce qui fait grandir, ce qui fait qu'on est meilleur chaque jour. C'est travailler sur repousser ses limites, sur le savoir-faire, sur la cohésion, sur l'entente. En tout cas, c'est le travail des hommes et des femmes que compose l'entreprise qui fait qu'on en arrive là. Des valeurs qu'on a, qu'on véhicule, qu'on essaye de partager et qui doivent être elles-mêmes partagées avec d'autres. Donc c'est ce travail-là qui a créé une vraie cohésion, parce que l'entreprise, elle aurait pu exploser aussi, hein, à un moment où on était vraiment vous avez craint vraiment pour la difficulté financière et où la survie de l'entreprise était vraiment menacée. On a fait une réunion de crise avec l'ensemble des salariés et on leur exposait vraiment la réalité des difficultés qu'on avait devant nous. On les a également informés du fait que l'État renouvelait sa confiance et nous avait mandaté sous le régime d'urgence impérieuse pour sauver la cathédrale. Et le message qui a été le mien, c'était de dire voilà que c'était aussi l'opportunité de montrer ce qu'était le bras frère, ce qu'était Europe Échafaudage, et qu'il fallait se montrer digne de la confiance de l'État et se montrer à la hauteur pour relever ce challenge. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est l'état d'esprit combatif, repousser ses limites, relever des challenges, la cohésion, le savoir-faire, c'est l'humain. On va aborder un autre thème qui est l'avenir de la construction. On sait que le béton, est-ce que le béton a de l'avenir dans un monde où on cherche la transition énergétique? Vous tournez de plus en plus vers le bois, enfin vraiment le bois. Il y a une construction bois à Lyon, hein, justement. Vous allez nous en parler. C'est quoi l'avenir de la construction? L'avenir de la construction, c'est un peu comme dans l'entreprise, c'est d'être capable de se remettre en question et de se dire que les vérités d'hier sont peut-être pas les vérités du jour ou les vérités de demain. On parle du béton, on parle de l'acier, on parle du verre, on parle du bois, on parle de tous ces matériaux et dire tiens, lesquels faut supprimer. Je pense qu'il y a peut-être pas besoin de supprimer des matériaux et je pense qu'il y a des matériaux dont on aura toujours besoin. Le béton, c'est quand même relativement compliqué de s'en passer. D'accord. Il y a un certain nombre ça consomme beaucoup d'eau, mais il y a un certain nombre de constructions qui sont compliquées de faire hors béton, sur des ouvrages d'art, sur des fondations, sur des infrastructures particulières. Mais pour autant, je pense que la filière béton en France est une grande filière. On a les majors du BTP, certains des plus grands au niveau mondial sont français. On a des grands cimentiers et obliger un petit peu tout le monde à se réinventer, à se poser des questions. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et je crois que c'est ce que la filière béton est en train de faire, essayer d'améliorer un peu les process de fabrication, de décarboner son industrie. Et je pense que c'est un bon élément. Pour autant, ça peut pas répondre à la totalité des objectifs de réduction d'émissions de CO2, parce qu'on sait que le bâtiment, tout comme les transports, sont les deux plus gros émetteurs de CO2. Donc il y a un gros travail qui est fait depuis plusieurs années sur le transport. Le BTP, on y vient avec la RE 2020, avec des bilans carbone, avec des réflexions sur de la préfabrication 2D, avec des filières courtes, matériaux biosourcés. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on fasse évoluer un petit peu. Alors ça prend du temps parce que quand il y a des architectes, des bureaux d'études qui ont des modèles constructifs qui sont éprouvés depuis des décennies, il faut eux-mêmes soient en capacité de se remettre en question et faire évoluer leur projet. Mais c'est en passe d'évoluer. On voit de grands changements. Et oui, je pense qu'il faut continuer à développer les filières de construction en matériaux biosourcés. Ouais. On a une filière bois en France qui est très en retard par rapport à nos voisins allemands, qui ont une industrie du bois. Oui, notamment dans la deuxième transformation, on n'est pas trop au point. Ils ont des grosses industries de première transformation, de deuxième transformation. Ils ont une filière bois qui est vraiment bien structurée. En France, on a une multitude de PME, de sociétés artisanales, qui a peut-être des lobbies, ou qui a pas de lobby, contrairement aux lobbies du béton, qui ont toujours été plutôt forts. Je pense que c'est ça qui nous a fait accumuler du retard. Mais j'ai bon espoir,
d'une mutation du système constructif, d'une évolution du système constructif pour avoir des systèmes plus raisonnés, plus raisonnables, plus respectueux, plus vertueux. La feuille de route de Le Bras Frère, je sais pas, comment vous voyez l'entreprise dans 5 ans? On continue de mailler le territoire du Grand Est. Vous avez aussi des chantiers partout en Europe, hein, je crois, enfin dans quelques pays. C'est quoi l'avenir? Alors nous, on croit déjà beaucoup à la construction bois, parce qu'on a en 2016, on a initié un plan d'investissement d'un peu moins de 10 millions d'euros sur Jarny, au siège historique. On a agrandi de 10 000 mètres carrés les ateliers. On a mis en place un outil de préfabrication, de taille de charpente, d'assemblage de murs ossature bois, un atelier de façonnage, de vêtures décoratives métalliques, justement en prévision de la RT 2020. Mais, hein, c'est devenu la RE 2020 qui est devenue encore plus exigeante. On a fait un deuxième plan d'investissement là il y a quelques années en rachetant un bâtiment en friche à Briey, 10 000 mètres carrés également d'atelier qu'on a complètement réhabilité et industrialisé, pareil pour accroître notre capacité de préfabrication de murs, de façades ossaturées en bois. Donc on croit beaucoup à ça, en notre capacité à développer ce système constructif et à porter les projets, mais également être capable d'être porteur de projets, d'être industriel, en tout cas fabriquer ces principes-là pour les proposer à d'autres poseurs sur tout le territoire ou voire à l'extérieur. Et pour le coup, sur le volet des savoir-faire un petit peu particulier de l'entreprise, on s'interdit rien géographiquement. Donc j'étais en ligne ce matin pour un projet aux États-Unis, donc on va explorer, on va regarder, voilà. Donc on se met pas de limite, mais encore une fois, c'est un partage avec nos équipes, être capable d'avoir les compagnons qui ont envie de ce type de projet, de ce type de challenge. Donc c'est toujours des décisions qu'on prend collectivement. Voilà. C'est quoi ce projet aux États-Unis? C'est un projet confidentiel, je ne peux pas en parler. Pour terminer cette émission, quand même un petit mot sur les Jeux Olympiques qui arrivent, et je crois que vous serez même porteur de la flamme. Tout à fait. Hein, les Jeux Olympiques me font transpirer deux fois. Une première fois pour terminer tous les chantiers en temps et en heure et tenir nos engagements. Voilà, c'est le challenge sur beaucoup de chantiers parisiens ou même un petit peu Versailles ou autre. Donc là aujourd'hui c'est le marathon, mais en tout cas pour notre partie tout se passera bien. Et il va me faire transpirer une deuxième fois pour la porter sur ma ville natale, donc à Verdun, là où je suis président d'une association sportive justement. De hand, d'accord. Donc vous êtes content, c'est une vraie fierté. Et encore une fois, je pense que je le dois aussi forcément à mon engagement professionnel, mais mon engagement associatif, mais également à toutes les équipes qui œuvrent autour de tout ça. Une association, on sait très bien qu'elle vit parce qu'il y a de l'engagement bénévole, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent les week-ends, les soirs, qui mettent beaucoup d'énergie. Et je pense qu'à travers moi, c'est aussi toutes ces personnes-là qui s'investissent pleinement pour les autres, pour les enfants, pour les plus grands, pour le handicap, pour le sport santé, pour beaucoup de choses. Et je pense que à travers ça, c'est aussi un geste de remerciement pour toutes ces personnes-là. Et puis quand même un petit mot sur le contexte politique pour le moins chargé. Hein. Il faudra retourner donc aux urnes, 30 juin, 7 juillet. Qu'est-ce que vous en pensez, en tout cas, de ce contexte politique d'un point de vue d'un chef d'entreprise? Parce que c'est vrai que ça a éclipsé un petit peu, même beaucoup, les élections européennes, qui sont des élections extrêmement importantes pour les dirigeants. On sait qu'il y a beaucoup de directives qui sont votées à l'échelle européenne, qui impactent directement les dirigeants, les chefs d'entreprise français. Donc, quel est votre regard sur la situation? Forcément, on est tous un peu surpris. On a tous été surpris par la décision présidentielle. La commenter, c'est excessivement compliqué et ça serait prétentieux de ma part de pouvoir porter un jugement sur un choix présidentiel. C'est le jeu de beaucoup d'acteurs politiques ou médiatiques de dire Yaka, Faucon, il aurait aurait pas dû, il aurait dû faire plus tard, plus de temps, plus. Voilà, je pense qu'il faut être un peu responsable quand on est au pouvoir, peu importe le parti qu'on défend, c'est une grosse responsabilité. Je pense le président a sans doute dans sa main plus d'éléments que le commun des mortels pour pouvoir juger de la stratégie sur laquelle il doit opérer. Donc, je m'aventurerai pas à porter jugement. C'est sans doute un geste, en tout cas, très courageux de sa part, très ouvert sur
sur le peuple. Je pense que c'est avant tout ce qu'on demande à des hommes politiques, et qui plus est à l'échelon national, parce que c'est vrai que localement, on a souvent les maires sont souvent le premier contact, le premier maillon, ils sont souvent très près du peuple, certains parlementaires également, et c'est vrai que quand on arrive à l'échelon national, des fois c'est ça qui est un peu plus compliqué, donc ce choix audacieux de la dissolution, malgré tout, c'est peut-être aussi un signe d'ouverture vers le peuple. Maintenant, on est dans une période où chacun défend des valeurs un petit peu différentes. On parlait de travail, il y en a d'autres qui, voilà, qui défendent le bien-être, la frustration, pas de frustration. Voilà, il y a aussi, c'est une période aussi avec beaucoup de difficultés, beaucoup de crises sur le plan international, sur l'inflation qu'on a vécue, sur notre autonomie, notre indépendance énergétique. Je pense que voilà, les grands enjeux, ils ont été dits. Il y a ces choix-là, il faut pas passer à côté. Je veux dire, on est dans une période où il faut, au-delà des sanctions ou des votes de sanctions, il faut faire preuve de sagesse et de responsabilité dans une période comme celle-là, et ne pas oublier, voilà, qu'on a une instabilité géopolitique qui est extrême, comme on n'a jamais connu. En tout cas, ma génération n'a jamais connu ça. Qu'on a connu des crises énergétiques importantes, qu'il faut absolument que la France retrouve son indépendance énergétique. Ça me semble essentiel, en tout cas si elle veut sauvegarder son industrie, son tissu économique et son modèle social, parce que ça va par là. Si on n'a pas d'usine, si on n'a pas d'employeurs, si on n'a pas une compétitivité, on n'aura pas de travailleurs, on n'aura pas de plein emploi, et on aura un modèle social qui sera compliqué à tenir. Donc il faut pas se tromper sur les enjeux. Voilà, faut faire preuve de responsabilité. Maintenant, chacun l'exerce à sa façon. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Julien Lebras, pour votre participation à Business Class et pour la qualité des échanges. Merci, Jonathan. Quant à moi, je vous retrouverai à partir du mois de septembre, puisque Business Class prend une petite pause estivale. J'en profite pour remercier encore une fois la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, la Caisse d'épargne Grand Est Europe, ainsi que l'Ordre régional des experts comptables du Grand Est. Je remercie aussi l'entreprise Y-Vision pour nous permettre d'enregistrer cette émission. Voilà, au revoir, à bientôt.